Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième édition du Blue Innov Live, votre magazine de l'innovation maritime. Un programme pensé, conçu et produit par le pôle mer Bretagne-Atlantique et réalisé avec notre partenaire, le magazine Le Marin, le média de l'économie maritime. Une nouvelle fois, nous allons vous faire découvrir le fort potentiel de développement économique et industriel des océans. Le thème du jour, l'innovation dans tous ses états, et en particulier les facteurs qui la motivent et qui la suscitent. Pour cette émission, vous le voyez, je ne suis pas en studio, mais je me trouve devant une embarcation époustouflante, le célèbre canot de l'Empereur, aux ateliers des Capucins à Brest. En effet, nous avons choisi pour cette émission un lieu tout à fait symbolique qui vient d'ouvrir ses portes, le 70.8, véritable galerie de l'innovation maritime. Pourquoi 70.8 ? C'est la surface en pourcentage de notre planète recouverte par les océans. Les océans sont au cœur des enjeux sociétaux et environnementaux de demain. S'appuyant sur l'expertise des acteurs de la filière, Brest Métropole a initié la création d'un nouvel espace de culture scientifique et industrielle. Vitrine du campus mondial de la mer, le 70.8 illustre l'excellence maritime du territoire en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation. Quelques mots pour commencer, ce magazine est aussi le vôtre et vous pouvez tout au long de l'émission poser des questions à nos invités. Pour cela, rien de plus simple, si vous regardez l'émission depuis votre ordinateur, inscrivez-vous au chat directement sur le live ou bien par SMS au numéro de téléphone qui s'inscrit en bas de l'écran. Nous répondrons à plusieurs de ces questions en direct et pour celles restées sans réponse, nous y répondrons a posteriori via les réseaux ou directement à vos coordonnées. Une émission que je vais vous faire vivre en compagnie de Lucie Lautredoux, journaliste de la rédaction de notre partenaire Le Marin, que je salue et qui est déjà en place pour mener les différents échanges avec nos intervenants du jour. Tout de suite et sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir notre grand témoin du jour, Christian Buchet, qui rejoint Lucie sur notre plateau. Christian Buchet est académicien de marine, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, directeur scientifique d'Océanide, ce docteur en histoire et économie maritime à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste des interactions maritimes, géopolitiques, environnementales et sociétales, n'hésite pas à se jeter à l'eau. Bienvenue à lui et Lucie, je te laisse la main pour cette première rubrique de notre émission, l'éclairage. Je suis donc avec Christian Buchet au 70.8. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici à Brest pour vous apporter votre éclairage très large grâce à vos activités, notamment au sein d'Océanide. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire, dans tout ce contexte d'innovation maritime, à la fois de rupture, mais aussi de continuité, de par vos travaux, vos études au sein d'Océanide, qu'avez-vous pu en retirer ? Alors écoutez, Océanide, un tout petit mot, c'était 264 chercheurs qui ont travaillé 5 ans sur la place de la mer dans l'histoire de l'humanité. 264 chercheurs, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux, Français inclus, et ça visait à peser le poids de la mer dans l'histoire de l'humanité, et on aboutit à des résultats tout à fait étonnants. C'est un programme terminé, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, 3800 pages, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu démontrer, c'était une intuition que beaucoup avaient, et beaucoup d'ailleurs au sein du pôle mer depuis longtemps, mais maintenant c'est une démonstration. Oui, en tout temps et en tout lieu, donc où que l'on soit situé au niveau de la planète, le fait de se tourner vers la mer, qu'il s'agisse d'un État, d'une ville, d'une principauté, d'une alliance, c'est surfer sur les vagues du succès. Donc ça, c'est une constante au niveau de l'histoire. Et puis, il y a une seconde conclusion, c'est que on a redéfini les temps de l'histoire, parce que vous savez, où que vous soyez de par le monde, l'histoire a toujours décomposé le temps historique en 4 périodes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la moderne, 16, 17, 18e et la contemporaine, mais c'est complètement occidentalo-centré. En fait, il y a simplement 2 temps derrière nous, parce que c'est la mer qui rythme à travers le contact ou le non-contact, l'innovation ou la non-innovation que ça suppose, si vous voulez, le temps de l'histoire. Il y a eu le temps des Méditerranées,
la marée Nostrum, la nôtre, mais il y a une mer de Chine qui a fait office d'autres Méditerranées, deux mondes qui ne communiquaient quasiment pas. Nous sommes passés dans le temps de l'Atlantique à partir de la Renaissance. Et ce qui est absolument génial, et c'est dire que nous sommes bien nés, nous sommes en train, notre génération au sens large, de rentrer dans un troisième temps de l'histoire. Nous avons quitté depuis une quinzaine d'années le temps de l'Atlantique pour rentrer dans le temps de l'océan mondial. C'est-à-dire que plus que jamais, la mer va être au cœur de notre histoire et plus que jamais, la mer va être au cœur de notre avenir. Vous savez, quand on regarde un peu l'histoire, la mer, c'était qu'une seule dimension, alors qu'elle en a 4. La seule dimension, c'est celle qu'on connaît, 72% de la surface du globe. La surface, oui, mais il faut penser la mer dans la dimension 2, 3 et 4. Le 2, c'est la tranche d'eau. Le 3, ce sont les terres immergées. 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées. Et on sait même aujourd'hui qu'il y a une 4e dimension, puisque la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. Et ce temps de l'océan mondial, on a eu le Grenelle de la mer, qui a fait de formidables travaux, qui nous a montré que la mer contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable, que je qualifierais de désirable. Vous savez, en 2025, c'est demain matin, 75% de la population mondiale va se trouver concentrée sur une bande littorale de 75 km de large. C'est-à-dire, nous sommes tous autour de la mer contient la quasi-totalité des solutions, c'est un formidable réservoir, c'est notre assurance vie. Il y a justement plus de bio-organismes et plus d'organismes vivants en mer que sur Terre, et justement, ils portent les solutions en eux. Comment est-ce qu'on peut apprendre de ces bio-organismes par le biomimétisme, par exemple, dans l'innovation ? Écoutez, c'est absolument génial. Je me souviens, Paul Valéry écrivait « Nous sommes dans un monde fini », mais il n'était pas du tout marin, il n'intégrait pas la mer. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, on n'en est plus là, avec le développement de la métagénomique, qui consiste à faire le séquençage de gènes isolés. Les microbiologistes marins considèrent qu'on ne connaît sans doute pas plus de 3 à 6% de la microbiologie marine. Donc c'est évident que la mer contient la quasi-totalité des solutions, mais à condition d'y aller, à condition de la découvrir. Imaginez qu'il y a un peu plus de 100 ans, on croyait qu'au-delà de 250 mètres de profondeur, on était dans une zone azoïque, c'est-à-dire dans laquelle il n'y avait pas de vie. On a découvert de nouvelles formes de vie qui vivent non pas comme nous, humains, plantes ou animaux, par photosynthèse, mais par chimiosynthèse. En gros, je caricature, mais le martien, qu'on allait chercher au fin fond de la galaxie, on l'a découvert sous nos pas. Et ça suppose des opportunités incroyables en termes de molécules, en termes de biodiversité. Vous avez cité le biomimétisme, et c'est génial le biomimétisme. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que la nature est en avance sur nous. On pourrait même refaire une histoire. La nature nous a sans doute dominés il y a fort longtemps. Il y a peut-être eu un petit moment d'harmonie. Et puis aujourd'hui, c'est peut-être un peu nous qui dominons la nature. Eh bien, vous savez, quand on change d'époque, il y a une nouvelle manière de voir. Il y a une nouvelle manière de voir et de se considérer surtout la nature. Elle n'est pas simplement là à notre service. Elle peut nous aider. On peut marcher, j'allais dire, main dans la main. On se rend compte qu'on pourrait gagner en R&D, que la nature, la mer notamment, sait faire des choses que nous ne savons pas faire. C'est-à-dire qu'en s'émerveillant, en ayant pourquoi pas, disons-le, un regard un peu aimant sur la nature, on peut faire des choses qu'elle ne fait pas. S'en inspirer, peut-être un peu l'utiliser, mais avec une énorme prudence, parce qu'on ne peut pas non plus aller les yeux fermés, exploiter les ressources minières sous-marines. Il y a besoin de scientifiques qui étudient, qui protègent, et cette protection peut être un levier aussi pour l'innovation, par la frugalité qu'elle apporte, par une réflexion sur peut-être un retour en arrière sur des erreurs qu'on a pu faire et aller vers une propulsion vélique, sur de nouvelles solutions plus respectueuses de l'environnement et donc de la mer. On n'aura pas d'océan de rechange. Donc il convient effectivement d'être particulièrement prudent, d'aller avec discernement. Mais le Grenelle de la mer l'a montré, s'il y a un élément où on peut parfaitement concilier le développement économique et le développement durable, c'est le domaine de l'océan, à condition d'y aller avec discernement. Mais si on a ce regard d'émerveillement sur la nature, on voit tous les process qu'elle peut amener à faire, c'est évident que, elle va nous permettre d'aller plus loin, plus vite. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est absolument des moyens supplémentaires. Imaginez qu'on connaît mieux la surface de la Lune, ça va sans dire, mieux la surface de Mars que le fond des mers. On a vu vraiment de nos yeux vus, à travers des robots bien sûr, que 20% du fond des mers, 80% c'est quasiment encore inconnu. Bon, je sais bien qu'aller au fond des mers, c'est comme si vous exploriez de nuit les Alpes avec une lampe électrique, c'est pas facile. Mais c'est vraiment là où se trouve la quasi-totalité des solutions. Alors, l'innovation est là. L'innovation, l'avenir de l'aventure de l'innovation se trouve dans la mer, mais à bien considérer dans 2, 3, 4 dimensions, pas simplement la surface. Puis vous savez, pour vous montrer à quel point elle représente 80% de la biodiversité terrestre. Mais je me suis rendu compte que ça choque pas les gens, parce qu'il suffit d'avoir dit avant, la mer c'est 72% de la surface du globe, c'est un package. Non, non. L'eau de mer, elle est beaucoup plus ancienne que les terres immergées. Je prends un seul exemple que tout le monde pourra bien comprendre. Si vous prenez le règne végétal,
vous avez 3 règnes végétaux en mer, le vert, et puis à partir du vert, se développer le rouge, le vert continue, le rouge continue, et puis à partir du rouge, se développer le brun. 3 règnes végétaux en mer, un seul sur terre, le vert. Et quand c'est l'été indien, eh bien c'est la dépigmentation du vert. Donc vous voyez, c'est dans le domaine de la mer que nous avons toutes les solutions pour un avenir, je le répète, pas seulement durable, mais véritablement désirable, mais à condition aussi d'être particulièrement prudent. Alors nous rentrons dans le temps du maritime, nous rentrons dans le temps de l'avenir, c'est le moment de jouer à plein l'innovation, c'est-à-dire que ce qui marchait lors de la période précédente ne marchera plus. Aujourd'hui, il faut aussi être innovant, pas simplement au niveau de la biologie, il faut être innovant aussi au niveau financier. Parce que ce qui me frappe toujours, j'observe cela depuis des années, les chercheurs, plutôt les contribuables européens, financent une recherche européenne, des chercheurs qui trouvent. Mais entre le moment où vous trouvez, entre le moment où vous avez un brevet et le moment où vous pouvez en tirer une finalité, une utilité, ben, il y a un tunnel plus ou moins long et on avait constaté que beaucoup de fonds de pension américains ou autres achetaient tout ça, si bien que finalement, ça nous échappait. Donc il faut innover, il faut trouver de nouveaux moyens pour que nous répondions au défi qui n'est pas simplement un défi de recherche, nos chercheurs sont là, mais un défi financier pour qu'on puisse développer, activer les bienfaits de la mer et que ça reste, pardonnez-moi, en Europe, en France et pourquoi pas en Bretagne. C'est ça, question de souveraineté. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui la place de la France dans ce monde de l'innovation maritime? Est-ce qu'elle est leader? Est-ce qu'elle est dépassée par d'autres nations? Enfin, quelle est la place de la France qui a un domaine maritime le deuxième plus étendu au monde? Premier, en fait, quasiment premier, juste derrière les États-Unis, mais vous avez raison, on est juste derrière. Mais en tous les cas, le premier en termes de ventilation, puisque le 1, les États-Unis, le 3, l'Australie, c'est par la taille de la métropole. La chance de la France, c'est l'outre-mer. Il faut considérer la France comme un archipel. Donc la France a un potentiel incroyable. La France a toutes les entreprises capables d'aller au fond des mers. Le seul pays avec les États-Unis d'Amérique. Donc oui, on est là, mais par rapport à notre potentiel, qu'il soit géographique, financier, de recherche, je dirais peut nettement mieux faire. Eh ben, nous le verrons tout à l'heure avec nos différents intervenants. Vous revenez pour conclure l'émission tout à l'heure, pour après avoir entendu tous ces témoignages, enrichir. C'est sûr, nous allons tous apprendre énormément de choses pendant cette heure. Merci beaucoup. Je vais rendre l'antenne à Jade et introduire la suite de l'émission. Merci beaucoup, Christian Buchet. Merci pour ce premier échange. Nous retrouverons Christian Buchet en fin d'émission pour poser son regard sur ce que nous allons découvrir tout au long de l'émission. Je me retrouve maintenant au cœur du 70.8 dans un espace tout autant particulier et mystérieux que vous pouvez apercevoir derrière moi. C'est l'espace ressources, où nous enchaînons avec notre première table ronde autour des différents aspects de l'innovation maritime et plus précisément sur les moteurs de l'innovation. Les facteurs, les sources de motivation de l'innovation maritime, nous allons voir qu'ils sont multiples. Ils peuvent être sociétaux, économiques ou encore réglementaires. Ils peuvent même s'inspirer parfois de la science-fiction. Premier exemple à travers le regard de notre expert Régis Guyon, c'est la vision du pôle mer. Les moteurs de l'innovation. L'innovation a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, mais elle a pu découler de différentes motivations. Améliorer la performance d'un système, améliorer le confort humain ou la performance d'une entreprise. Aujourd'hui, un puissant moteur fait surface, la préservation de notre environnement. Le transport maritime est au cœur de cette problématique. C'est pourquoi Energy Observer, depuis 2013, développe des systèmes embarqués permettant de produire sa propre énergie à bord, à partir d'éléments naturels comme le vent et le soleil. L'énergie la plus verte est celle qu'on économise. Zephyr et Boré le prouvent en concevant des navires propulsés en partie par le vent. Pour construire des systèmes performants, nous avons besoin de matériaux solides et légers. Kairos développe de son côté des biocomposites que l'on peut composter en fin de vie. Le biomimétisme, lui, consiste à observer la nature et à s'en inspirer. La société L-Wave s'inspire du sens électrique de poissons tropicaux d'eau douce pour se déplacer dans leur environnement. L'innovation frugale, c'est faire mieux avec moins. La société Marinelec, elle, a développé un système, l'économètre analytique, pour mieux connaître ses consommations à bord d'un navire et les optimiser. Avec ses 4,5 milliards d'années de recherche et développement, la nature a encore de quoi nous inspirer. Observons-la. Lucie, je te laisse la main en compagnie de nos invités, Marc Van Petegem, architecte naval, président d'Aero et CEO à VPLP Design,
Élodie Bouvray, R&D Manager au sein d'Abyss Ingrédients, et notre lauréat Christophe Lebillon, directeur général de Mithilimer. Bienvenue à vous. Merci Jade. Je vous présente à nouveau Élodie Bouvray, R&D Manager au sein de Abyss Ingrédients. Vous produisez à partir de coproduits de la pêche des compléments alimentaires. On va en parler tout à l'heure. Nous retrouvons Christophe Lebillon, directeur général de Mithilimer. Nous le retrouvons car il a été lauréat du Blue Challenge, mais aussi parce que le mois dernier, nous parlions déjà de Mithilimer, donc ça devient récurrent. Et enfin, Marc Van Peteghem, du bureau d'études VPLP et de Aero. Vous êtes très bien entouré puisqu'on parle de VPLP à 2 endroits du 70.2, vous y êtes. Nous allons commencer par Christophe Lebillon. Du coup, on vous retrouve pour parler à nouveau du moteur qui a mené à la création de ce projet pour la valorisation des petites moules. Vous étiez face à un constat. Vous aviez des moules que vous pouviez vendre, d'autres qui étaient tout aussi qualitatives, mais sous le calibrage. Et face à ce constat, vous vous êtes dit, par l'économie circulaire, je vais créer par la R&D un nouveau débouché et créer du coup toute une filière pour pouvoir les vendre in fine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est un projet évidemment économique, parce que sans une économie réelle, c'est compliqué de mener ces projets à terme. Mais aussi, nous, on avait une énorme problématique écologique. Aujourd'hui, rejeter en mer sur l'estran 25% de matière organique marine, c'est une aberration. Donc on est parti de ce constat-là, mais la grosse problématique pour nous, c'était comment traiter la masse. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers cette hydrolyse enzymatique, que vous connaissez très bien. Voilà, cette hydrolysa nous permet de régler le problème dans sa globalité. Du coup, la filière s'en trouve renforcée, aussi bien à la production pour les mythiliculteurs, mais aussi les entreprises intermédiaires, dont Mithilimer. Et avec des nouveaux produits sur le marché qui arriveront bientôt. Ce qui rejoint la démarche également d'Abyss Ingrédients, puisque ça partait également d'un constat. Une biomasse issue de la pêche était non utilisée. Les fondateurs d'Abyss Ingrédients se sont dit on va pouvoir valoriser. Ensuite, il a fallu créer toute la chaîne, la preuve de concept, toute une chaîne de R&D que vous pouvez très très bien nous présenter. Exactement. L'entreprise Abyss Ingrédients, depuis son histoire, a vraiment un moteur historique qui est la valorisation des coproduits de la pêche. Donc nous, on est plutôt sur des coproduits de poissons, mais ça rejoint un petit peu ce qui a été présenté précédemment, où on va en fait récupérer cette biomasse qui est peu valorisée aujourd'hui pour en créer de la valeur ajoutée en fabriquant des ingrédients. Donc nous, on est sur les ingrédients pour les compléments alimentaires. Donc c'est ce qu'on va vendre derrière avec nos clients en y mettant de la science, des études d'efficacité pour montrer vraiment les preuves scientifiques des bénéfices apportés par ces ingrédients que l'on a créés. Ces deux démarches qui entrent vraiment dans l'économie circulaire, dans une idée de frugalité. De votre côté, Marc Van Peteghem, vous êtes parti de la course, de la compétition, avec notamment François Gabard et Massif. Et ensuite, de cette première approche dans la compétition, les nécessités aussi sociétales de réduire la pollution, de décarboner au maximum le transport maritime, vous en êtes arrivé à développer vos activités dans un milieu plus de transport, de shipping ? Oui, c'est ça. En fait, en 2010, VPLP a dessiné Oracle, le bateau qui a gagné la 33e Coupe de l'Amérique. Ce bateau avait une aile de 68 mètres d'envergure sur le pont, et on s'est dit que l'on pouvait certainement d'ailleurs maintenant, adapter cette aile aux contraintes du monde maritime. Et donc on a fait ça, on a fait un prototype, on a fait des premières ailes qui sont sur le catamaran Energy Observer. Et puis maintenant, VPLP a dessiné le canopé qui va transporter les éléments de la fusée Ariane des ports européens jusqu'à Kourou, et qui a 4 ailes de 363 mètres carrés qui vont permettre d'économiser jusqu'à 30% du carburant et donc des émissions.
On peut voir comment est-ce que votre créativité à tous a permis des innovations qui vont dans le sens justement de la protection de l'environnement et d'une économie plus raisonnée. Mais au-delà de ces moteurs, est-ce que vous pouvez nous évoquer quels sont les freins que vous avez pu rencontrer et qui peut-être peuvent être levés par des réseaux comme le Pôle Mer Bretagne qui peut vous aider, que ce soit du financement ou des freins réglementaires? Peut-être que l'un de vous a un souvenir particulier. Oui, aborder le monde maritime avec la propulsion éolienne, c'est quand même quelque chose qui est pas évident pour les armateurs, dans un monde qui a un petit peu du mal à évoluer. Alors là, évidemment, on a beaucoup réfléchi quels sont les facteurs du changement, en fait. C'est la contrainte d'une part, et puis l'envie. Aujourd'hui, la contrainte, on est bien aidé par les réglementations internationales qui poussent, qui vont vers ça. Et l'envie, j'ai envie de dire que le premier qui va y aller va en retirer un avantage concurrentiel, parce que la société, elle a envie de ce changement. Nous, du coup, pour ce qui est de créer cette valeur ajoutée, donc ces ingrédients avec cette efficacité, donc c'est un cheminement qui est long, hein, c'est des projets, on travaille beaucoup en projet collaboratif et c'est dans ce cadre-là qu'intervient par exemple le Pôle Mer pour arriver à présenter et avoir toutes les expertises nécessaires pour mener à bien des projets. Hein. On a les cas d'exemples de programmes de recherche comme Brain Booster ou VIP qui sont là des programmes dans lesquels on va aller vraiment soit sur le développement entier d'un ingrédient, hein, depuis sa matière première jusqu'à sa preuve d'efficacité et sa mise sur le marché. Donc c'est le cas aujourd'hui. Soit on part de quelque chose que l'on connaît et pour lequel on va aller plus loin dans la compréhension des mécanismes d'action pour vraiment apporter ce plus et ces bénéfices pour nos clients. On est pris par le temps. Je vais devoir enchaîner sur la question du public que j'ai reçue. Un public qui se demande comment est-ce qu'on peut encourager la jeunesse à aller dans le sens de ces innovations, avec l'inspiration notamment par des lieux comme celui où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par ailleurs pour encourager la jeunesse à aller vers le maritime déjà et vers l'innovation? Tout simplement les accueillir déjà. Moi je suis accompagné de Simon qui est un jeune qui est en Master 2, qui aujourd'hui fait partie intégrante de notre équipe et qui quantifie notre bilan carbone au quotidien. Non, je crois qu'il faut les accueillir. En fait, eux, ils ont envie. C'est à nous aussi de démontrer qu'on a une place pour eux et que notre envie est équivalente à la leur. Donc non, il faut les accueillir, les encourager. Et aujourd'hui, on est à une phase un petit peu critique. Il y a des très belles initiatives qui se font. Et voilà, il faut vraiment accueillir ces jeunes parce qu'eux, ils sont vraiment en demande. Et je crois que c'est ça le plus important. Oui. Et c'est l'environnement que nous allons leur laisser. Donc d'autant plus d'intérêt de le faire. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu parler encore longtemps. Mais on va repasser la parole à Jade. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, avant d'accueillir de nouveaux invités sur notre plateau, petite chronique de l'émission à travers un zoom sur un sujet d'actualité, c'est la rubrique transversale. Cette fois, c'est Marie-Josée Véron, présidente du Pôle Mer Bretagne-Atlantique, mais aussi directrice des établissements de Thales à Brest, qui nous éclaire sur le rôle d'un pôle de compétitivité et plus particulièrement du Pôle Mer en matière d'innovation. Merci Jade et merci Marie-Josée d'être de nouveau parmi nous. Merci beaucoup. Nous allons peut-être prendre le temps à la lumière de ce qu'on a entendu et à quel point les trois intervenants précédents ont pu nous dire à quel point le réseau était quelque chose de fondamental pour stimuler la créativité et les échanges. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous représenter quelle est la valeur ajoutée du Pôle Mer? Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il peut faire pour lever les éventuels freins dont il a également été question précédemment? Oui, tout à fait. Alors le Pôle Mer, c'est quoi? C'est qui? Effectivement, on voit bien que dans tout ce contexte de relance, de transition écologique, numérique, on a besoin d'innovation. On voit bien là, on sent bien l'importance croissante des océans dans cette transformation. Accélérer le changement aujourd'hui, c'est indispensable pour qu'on puisse garder une compétitivité locale et puis nationale et reconquérir la souveraineté.
Alors, le pôle, c'est d'abord un interlocuteur de confiance des régions et des filières nationales qui, par sa force de proposition, par ses témoignages de ce qui se passe sur le terrain, par son action de capture, met en avant des visions de ce que devrait être le développement et les innovations de demain. Et c'est surtout un formidable accélérateur d'innovation, comme on le disait, au service du développement des adhérents. Alors, la valeur ajoutée du pôle, si on parle un peu de l'équipe, moi je dirais que c'est d'abord une formidable équipe d'ingénierie, vous la connaissez, d'ingénierie de projet, d'animation, des conseils, des relations, des relais territoriaux de proximité. C'est une expertise dans tous les domaines du maritime qui peut être offerte à tous les adhérents, grâce en particulier à la mise à disposition de certaines personnes, de certains adhérents du pôle. Et puis, c'est aussi un accompagnement, et c'est surtout cela, un accompagnement ciblé dans le montage des projets jusqu'au niveau européen. Et pour finir, je dirais que le pôle, c'est un label qui est reconnu par les partenaires comme un gage de qualité. L'innovation, vous connaissez ça très très bien parce que au-delà d'être présidente du pôle mer, vous êtes aussi directrice d'établissement de Thales à Brest. Ouais. Une entreprise qui est très impliquée dans ce qu'on appelle la guerre acoustique. On a des navires qui sont de plus en plus discrets et vous développez du coup des systèmes qui sont de plus en plus performants pour les entendre malgré cette discrétion. C'est une innovation pas à pas en permanence. Vous faites une course au chat et à la souris. Alors, c'est la course à l'innovation, effectivement. C'est du temps long pour avoir des perspectives, effectivement, vers quoi on doit tendre, quels sont les besoins de nos clients en général. Et puis aussi, c'est des innovations sur du temps court, aller très vite, être innovant. Alors on a l'innovation de rupture, on a aussi de l'innovation incrémentale. Il faut adresser les deux sujets et cette innovation, on ne pourra jamais la faire seule. Et c'est l'importance de la collaboration à la fois avec des laboratoires de recherche, mais aussi avec des industries, des startups. Voilà aujourd'hui, même dans Thales, nos budgets aussi doivent adresser des projets collaboratifs pour faire émerger de l'innovation. La collaboration, c'est justement la force du pôle mer. C'est comment est-ce qu'en s'inspirant des uns et des autres, parfois de biais détournés de science-fiction, on peut réussir justement à avoir ces innovations de rupture qui inspirent l'un, qui inspirent l'autre et qui créent ça fait phosphorer tout un système. Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'importance d'aller chercher des éclairages différents, des idées différentes, des actions en rupture, c'est tout ce mélange-là qui va faire qu'on va se projeter. Alors la science-fiction, oui, mais de la science-fiction, on va dire, raisonnable, parce que aujourd'hui, on a quand même des steps à passer. On peut être innovant, avoir des idées géniales. Il faut quand même assurer derrière de la sûreté, de la sécurité pour les personnes, si on parle d'activité, par exemple, chez Thales, mais pas que. Donc oui, aller chercher des éclairages différents, mais tout ça quand même cadré, structuré. Et le pôle mer aujourd'hui présente une richesse et un niveau d'éclairage avec les différents adhérents que nous avons au pôle mer Bretagne Atlantique qui peuvent aider justement, accompagner, sécuriser tous ces projets d'innovation pour demain. Par le regard des uns et des autres. Par le regard des uns et des autres. Eh bien, merci beaucoup Marie-Josée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Félicitations pour cette Assemblée Générale. Merci beaucoup. Nous allons retrouver Jade et ensuite nous retrouver pour la deuxième table ronde. Merci beaucoup à vous. Merci mesdames. Je me trouve cette fois-ci dans un nouvel espace passionnant du 70.8, l'espace dédié à l'observation. Lucie, cette fois, avec nos invités, nous allons parcourir les différentes formes d'innovation et nous allons voir qu'elles s'inscrivent aussi bien dans la rupture que dans la continuité. Mais avant de présenter nos invités, de nouveau la vision du pôle mer sur le sujet à travers le regard de notre expert Frédéric Ravilly. L'innovation est souvent appréhendée par le grand public comme un changement important dans une façon de faire, dans une pratique, une rupture grâce à une nouvelle technologie. C'est vrai, l'innovation, c'est ça. Ça permet d'avoir un avantage concurrentiel significatif en faisant un pari, souvent risqué,
mais qui, s'il est gagnant, permet de se différencier de manière très importante sur son marché, d'avoir un avantage concurrentiel. Pour illustrer ça, on peut parler du produit développé par Temo, qui vient installer et de développer un système électropropulsif pour des petits navires, typiquement des annexes, qui permettent de rejoindre un navire au mouillage, en remplacement d'une technologie plus traditionnelle, un moteur thermique qu'on doit transporter éventuellement dans sa voiture pour aller l'installer sur son annexe avec potentiellement des pertes de carburant, etc. Deuxième exemple que nous pouvons aborder, c'est la société Xsun. Une société qui vient de développer et qui opère un drone à énergie solaire qui est capable de voler aujourd'hui jusqu'à 12 heures d'affilée. Ils ont des objectifs encore plus ambitieux. Ça permet de réaliser des missions aujourd'hui qui peuvent être assurées par des hélicoptères ou des avions pour aller faire de la surveillance, des mesures scientifiques, des relevés divers et variés. Là également, la rupture est claire par rapport à des applications plus traditionnelles. Le troisième exemple, toujours sur des applications ou des innovations de rupture que l'on peut mentionner, concerne la société Sierre qui a installé sur des semi-rigides des foils. Ce qui permet plusieurs choses. D'abord d'aller beaucoup plus vite avec ces navires et puis ensuite également de réduire la consommation. Alors rassurez-vous, l'innovation ce n'est pas que des innovations de rupture. Tout le monde n'est pas Steve Jobs et je dirais heureusement. L'innovation peut aussi être moins brutale, plus étape par étape. On parle alors d'innovation incrémentale. Pour exemplifier ce changement ou ces évolutions, on peut parler par exemple de la société Mer Agitée qui développe un penon électronique. Le penon, bien connu des marins, c'est traditionnellement un petit brin de laine qu'on met dans les voiles pour assurer qu'elle est bien réglée et que l'écoulement est bien laminaire et pas turbulent dans la voile. Ce qu'a proposé Mer Agitée, c'est de remplacer ce brin de laine par un système digital qui permet de mesurer par des capteurs électroniques l'écoulement de l'air dans la voile et de ramener cette information directement dans la cabine. Le dernier exemple que l'on peut citer pour parler d'innovation incrémentale concerne le produit Bananas de la société Cadden. Il s'agit d'un GPS haute définition, un GPS portuaire qui permet aux marins et aux pilotes notamment de pouvoir amener les navires à quai avec une grande précision. Donc ces GPS existent déjà. Ce qu'a apporté comme innovation la société Cadden, c'est notamment une ergonomie adaptée à cet outil, avec des zones de préhension favorisées et qui permet aux pilotes de le disposer beaucoup plus facilement sur le pont du navire. Merci Frédéric. Lucie, je te laisse une seconde fois la main pour cette deuxième table ronde avec nos invités Cédric François, CEO d'Equiom, et Philippe Le Gall, président du Comité national de la conchiliculture. Bienvenue messieurs. Merci Jade, et nous voici pour notre deuxième table ronde consacrée aux formes de l'innovation cette fois-ci. Donc comme on vient de le voir dans le sujet, sur à la fois soit une innovation dans la continuité, soit une innovation de rupture, avec Cédric François qui est le PDG d'Equiom, et à ma gauche, Philippe Le Gall, le président du Comité national de la conchiliculture. Merci à tous les deux d'être parmi nous. On entend parfois parler de l'inspiration par la science-fiction, et quand on connaît le projet d'Equiom, on s'en approche. Alors, il va falloir que vous soyez très didactique parce que vous faites du froid à partir du chaud grâce aux ondes acoustiques. Dites-nous tout. Voilà, absolument. Alors, en fait, aujourd'hui, sur un bateau, on produit du froid avec des systèmes qu'on appelle à compression. On va comprimer un gaz, et donc quand on comprime un gaz, il s'échauffe, et quand il se détend, il produit du froid. Pour produire ce froid, on va utiliser de l'électricité qui va être produite avec des groupes électrogènes de production. Nous, on va utiliser l'onde acoustique pour produire ce froid. Alors, pourquoi et comment ça marche? Eh bien, une onde, c'est une onde de pression qui va se déplacer autour d'un point fixe et qui, se déplaçant, va se comprimer et se détendre. Se comprimer et se détendre. Et si je mets cette onde au contact d'un solide, eh bien, à ce moment-là, quand elle va être détendue, elle va être froide, elle va être capable de se charger de chaleur et de l'amener à un autre endroit. Et avec ce système d'onde, on va pouvoir faire une pompe à chaleur. Donc, en gros, si on met un échangeur de chaleur à la place d'un solide d'un côté et un échangeur de chaleur de l'autre côté, eh bien, on va remonter en température, ou si on inverse, on va produire du froid. Et donc, là où c'est génial, c'est qu'on va produire du froid sans gaz à effet de serre, et c'est le gros problème, et c'est là où vous parliez de technologie de rupture. Un des
très gros problème de toutes ces machines à compression, c'est qu'elles utilisent des gaz qui sont des réfrigérants avec des GWP, comme on dit, des Global Warming Potential, qui sont aujourd'hui au maximum à 2500. C'est un coefficient multiplicateur du CO2, donc 2500 fois plus que le CO2. Ça doit être réduit à 150 et donc on est à un moment de rupture dans la façon de produire du froid. Et une technologie comme celle d'Equium, qu'on appelle la thermoacoustique, va pouvoir s'implanter à bord de bateaux pour récupérer la chaleur des pots d'échappement des moteurs et produire du froid. Et donc sans coût supplémentaire en fait, puisque le coût de la propulsion est déjà pris en compte dans les OPEX du navire. Oui, c'est un système d'économie circulaire une nouvelle fois, et vous permettez aux armateurs d'avoir ce qui avant était un carburant qu'ils devaient payer, un déchet qui devient une ressource. C'est vertueux et ça peut, une fois que vous êtes dans un système de série, devenir rentable pour eux assez rapidement. Absolument, on est en train d'industrialiser cette technologie et on va avoir des capex, donc des coûts de machine qui vont être inférieurs ou égaux aux coûts de machine qu'ils utilisent actuellement, mais qui vont leur permettre effectivement, on peut parler d'économie circulaire, d'utiliser les gaz d'échappement. Alors les gaz d'échappement, comment on va les utiliser? Où on va transmettre la chaleur à un fluide caloporteur, donc à une huile, ou alors même avec de la vapeur. Si on a de la vapeur sous pression, eh bien on va pouvoir l'utiliser. Et automatiquement, sans pièces mobiles, et ça c'est aussi un très gros avantage de notre technologie, c'est que en fait ce sont des machines inertes qui n'ont aucune maintenance et qui peuvent durer 30 ans. Donc en fait on peut même penser la conception du navire en mettant les tubes, parce que finalement c'est un instrument de musique, je vous parle de son, donc c'est un instrument de musique. Donc on a un amplificateur, un tube dans lequel partent les ondes, et cet amplificateur je l'inverse et je produis du froid. Donc ça on peut le mettre dans les structures des bateaux. J'en discutais à l'instant avec un architecte naval, Marc, qui était dans la table ronde précédente. On peut le penser dans la structure et du coup en plus avoir des gains de place pour le navire. Absolument bénéfique, sur tous les plans. De votre côté, Philippe Le Gall, au niveau de la conchiliculture, on visualise ça comme une activité traditionnelle de production de coquillages, mais qui a évolué dans le temps parce qu'elle doit vivre avec son environnement. On est dans des eaux souvent côtières, il a fallu apprendre à capturer les naissains, construire des systèmes pour les faire pousser. Donc tout ça, ça a été des évolutions assez linéaires dans le temps, d'évolution et d'amélioration. Et puis parfois, il y a quand même des bons technologiques, par exemple avec le développement des huîtres triploïdes qui permet de les élever sur un temps plus long, de les commercialiser toute l'année. Donc vous êtes à la fois dans un système où vous avez cette innovation sur le long terme et parfois, même dans votre domaine du vivant, des bons technologiques qui sont de rupture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous jonglez avec tout ça ? Tout à fait. Ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'il existe depuis le 19e siècle et on a toujours eu à innover et à s'adapter par rapport aux conditions dans lesquelles on travaille. Donc effectivement, au départ, on était très proche sur le trait de côte parce qu'on n'avait pas les moyens nautiques et humains pour aller plus loin. Mais maintenant, on a les moyens d'aller très loin en mer. On peut se déplacer à plusieurs milles de la côte pour faire de la culture de coquillages ou d'algues. Et donc là-dessus, on a vraiment de grandes ouvertures qui se posent à nous. Et en innovation, on a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de quitter le plastique. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui effectivement peut poser un souci. On considère qu'on doit être les premiers à montrer l'exemple pour avoir une qualité d'eau irréprochable. Donc on essaye d'avoir des innovations sur nos matériaux qu'on utilise, c'est-à-dire les poches qu'on utilise pour les coquillages, les filets, les bateaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir un bateau électrique entièrement autonome. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer très rapidement, en plus de, effectivement, ce que vous avez dit sur les produits. Et vous cherchez aussi à créer des synergies et des connexions, par exemple avec l'opportunité des éoliennes en mer. Il existe donc les moules de Bouchot qui sont élevés sur pieux et vous envisagez, eux ont ce besoin d'entretenir leur mât. Vous avez besoin d'avoir des structures support, donc ça pourrait être une synergie que vous construiriez. Ça peut tout à fait être une synergie possible. Aujourd'hui, on était effectivement à terre sur des Bouchots, si on prend le cas des moules.
Mais aussi, il existe des filières maintenant à quelques kilomètres des côtes. Et en Bretagne, on a plusieurs sites qui existent déjà pour faire d'élevage de moules et d'algues notamment. Mais demain, aller sur des parcs éoliens, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on aura effectivement les structures qui seront là. On aura juste qu'à utiliser les infrastructures et rajouter des voûtes et des bouées de manière à pouvoir utiliser ces espaces. Nous avons reçu une question du public qui s'intéresse. Cette question de la science-fiction a l'air d'intéresser puisque cette personne qui est avec nous se demande jusqu'où on peut aller en s'inspirant de la science-fiction, comment est-ce qu'on peut s'arrêter sur des points d'éthique. Enfin, voilà, dans un cas comme dans l'autre, jusqu'où on peut aller dans ces innovations de rupture. Ce qui est génial en même temps, c'est qu'on n'a pas de limite. Quelque part, on peut tout s'autoriser. Aujourd'hui, on sait très bien que l'alimentation sur la Terre est limitée. On est de plus en plus d'humains sur cette Terre. Et donc, les océans sont des espaces fantastiques où on va devoir faire quelque chose, notamment pour l'alimentation. On parle de l'énergie, mais aussi le côté alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus que de faire du froid à partir du chaud ? Alors, cette énergie du son, c'est un peu notre mission de la libérer. C'est une énergie naturelle en fait, qui a été découverte au 1er siècle avant Jésus-Christ par les souffleurs de verre phéniciens, qui se met automatiquement en marche. Notre idée, ça a été à l'époque, ça aurait pu être considéré comme de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il n'y a pas de sujet d'éthique puisqu'on va vraiment valoriser des chaleurs perdues pour récupérer et produire du froid dont on a besoin. On sait que les besoins en froid vont tripler dans les 30 prochaines années. On peut pas. 10% des gaz à effet de serre sont les fameux gaz réfrigérants dont on parle parce qu'ils fuient en moyenne de 10% par an. Donc il faut trouver des solutions de remplacement. Et puis on peut également, avec cette technologie, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi la produire avec de l'électricité comme dans votre salon. C'est-à-dire que dans votre salon, vous avez un haut-parleur qui bouge et qui produit du son. Nous, on va utiliser cette énergie électrique pour du coup faire aussi des pompes à chaleur qui pourraient être à bord de bateaux si on arrivait à des innovations de bateaux électriques. Mais qui vont être dans vos maisons bientôt. Vous allez pouvoir prendre une douche à l'eau chauffée à l'acoustique. Ça nous laisse encore un océan de possibilités. Merci beaucoup pour ces deux témoignages. Je vais rendre la parole à Jade. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci à tous les trois. Avant de retrouver notre grand témoin Christian Buchet qui posera son regard sur les sujets évoqués tout au long de l'émission, c'est l'heure de la petite chronique que nous retrouverons comme chaque émission. Ainsi, après avoir montré le mois dernier à Juliette, porteuse de projet, ce que permet l'innovation, aujourd'hui nous allons l'aider à vérifier que son projet est compétitif. C'est le Tuto Innove. Puisque ton projet est bien innovant, voyons maintenant s'il peut être compétitif. Mais d'ailleurs, c'est quoi la compétitivité ? Il s'agit de l'aptitude, pour une entreprise, un secteur d'activité où l'ensemble des acteurs économiques d'un pays à faire face à la concurrence. Pour cela, plusieurs facteurs interviennent, le prix, la capacité de production, la qualité des produits et services, ou encore l'adaptation au marché visé. La recherche et développement fait naturellement partie de la stratégie de compétitivité des entreprises. Alors, comment vérifier qu'un projet est compétitif ? On commence par établir ce que l'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire le bilan des connaissances dans un domaine à un instant donné. Cela permet de positionner un projet dans un environnement technico-économique et de s'assurer que l'innovation portée dépasse l'existant. Pour cela, on réalise une étude bibliographique ainsi qu'une veille concurrentielle. Et mon projet sera-t-il rentable pour mon entreprise ? Un projet de R&D doit s'inscrire dans la stratégie de mon entreprise à la fois à court, moyen et long terme. Il doit être soutenu car l'entreprise y engage des moyens humains et financiers. Ainsi, dans le but de valider financièrement le projet et d'effectuer les bons choix pour le faire aboutir, il faut conduire une analyse de rentabilité. On établit alors un modèle économique qui mesure la maturité et le niveau d'aboutissement du projet et qui permet de vérifier son réalisme. Pour cela, il faut bien déterminer les éléments liés à la temporalité du projet,
sa durée de développement, sa date de commercialisation, le moment où le seuil de rentabilité sera atteint, est lié à son marché, la taille, la demande, les solutions concurrentes, les apports de la solution développée, son périmètre. Alors Juliette, maintenant que tu disposes des éléments pour convaincre, es-tu prête à continuer à développer ton projet ? Nous retrouverons les aventures de Juliette dans les prochaines émissions, mais tout de suite je me tourne vers notre table d'entretien dans lequel j'ai le plaisir de réaccueillir Christian Buchet en compagnie de Lucie pour un dernier regard sur notre thématique du jour, l'innovation dans tous ses états. C'est notre rubrique Le Regard. Lucie, je te laisse la main. Merci beaucoup Jade. Merci Christian Buchet de nous avoir rejoints après presque une heure de témoignages vraiment très instructifs sur ce qui motive l'innovation. Et on a pu, je pense, constater à quel point l'évolution de la société, les enjeux qui sont ceux du moment, l'environnement, la sobriété énergétique, ont été des moteurs très importants sur ces dernières années et ces dernières innovations. Écoutez, moi, ces deux tables rondes me mettent dans tous ces états, pour reprendre un peu le thème. Mais quelle bouffée d'optimisme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on voit qu'on rentre dans un nouveau temps de l'histoire. Et à chaque fois que vous passez d'un temps de l'histoire à un autre, il y a une manière de voir, d'avoir et d'être. 3 termes différents. Quand je parle de voir, il faut penser différemment. Si on ne s'intéressait pas enfin à la nature, parce qu'on a enfin compris que la nature, nous en faisons partie, et que ce qui est bon pour la nature, c'est bon pour nous, il y a tout un tas d'éléments sur les coproduits. Si on ne s'intéressait pas à être, on ne ferait pas forcément le rapport entre la sardine, si vous voulez, et l'antistress. C'est-à-dire qu'on rentre dans un nouveau temps de l'histoire, c'est-à-dire nous rentrons dans un temps d'innovation, parce que les Romains avaient découvert le pétrole, mais ils n'en ont rien fait. Donc, si vous voulez, cette manière de voir, c'est voir les choses différemment. Voir quoi ? S'intéresser aujourd'hui au désirable, je préfère parler de désirable que durable, s'intéresser aussi à notre santé, à notre bien-être, et s'intéresser à l'être tout court. Quand je parle d'avoir et d'être, toute la consommation a été jusqu'à aujourd'hui basée sur l'auxiliaire avoir. De plus en plus, je le vois, je suis professeur à l'université, je vois les jeunes qui sont L1 surtout. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas uniquement avoir toujours plus, c'est être mieux. Et de ce point de vue, toutes les modes de consommation vont passer de l'avoir vers l'être. Et donc ça va diligenter, dynamiser un nouveau type d'innovation. Donc bien sûr, innovation de continuité, mais nous sommes, parce que nous sommes dans un nouveau temps, dans une innovation de rupture. Et ce qui est intéressant, c'est que la mer, c'est elle qui va tirer toute l'innovation. On le voit bien lorsqu'on parle du mimétisme. Mais il faut bien que tout le monde prenne conscience, à commencer par les chefs d'entreprise, que cette révolution du maritime, elle ne concerne pas que le littoral. Inventer un nouveau matériau au cœur de la France, vous allez pouvoir mettre en marche l'énergie thermique des mers. Un gros bâtiment de 450 mètres de long, c'est comme un carambar mou, un Scooby-Doo mou, il a 4-5 mètres de torsion. Donc on voit que partout l'innovation, et notamment au niveau des matériaux, où que l'on soit situé sur le territoire, c'est l'innovation de demain. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la mer qui contient la quasi-totalité des solutions, donc pas uniquement sur le littoral, mais partout à l'intérieur des terres. Il faut réfléchir sur comment conjuguer la mer pour avoir autant, mieux être et s'inscrire dans un développement mieux que durable, encore désirable. Vous abordez l'un des points d'une des questions que j'ai reçues du public. Une personne se pose la question de comment est-ce que le maritime et la politique maritime vont pouvoir faire avancer la mer et avancer la terre et faire en sorte que les deux avancent conjointement. Il n'y a pas le choix. D'abord, la mer porte bien son nom puisque la terre est à-dessous à des terres. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une grande politique maritime, un élan. Mais une politique maritime, encore une fois, c'est pas uniquement la pêche, c'est pas uniquement des secteurs traditionnels. Une politique maritime, c'est une politique d'avenir, c'est une politique d'aménagement du territoire, c'est une politique d'innovation, parce que l'innovation, ça tombe pas comme ça. Il faut des chercheurs, il faut financer, il faut oser. Il faut après donner des chances à des brevets. On a plein de brevets, mais parfois ils sont rachetés à l'étranger. Donc il faut aussi innover dans l'innovation au niveau financier. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à voir différemment. Les Asiatiques voient différemment. Imaginez un pays comme la Chine. Ils ont même été jusqu'à interdire la navigation en mer en 1434. Et c'est aujourd'hui le pays qui se tourne le plus vers la mer. Il y a peut-être 6,9% du PIB chinois qui est lié aux activités maritimes. C'est peut-être de 2 chez nous. Donc vous voyez, il y a du chemin à faire. Et nous sommes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le premier domaine maritime au monde. C'est dire que la chance de la France, jamais de toute son histoire, la France et l'Union européenne à travers la France n'a été aussi grande que depuis 1994, c'est-à-dire l'application des accords de Montego Bay, qui fait de nous le plus grand domaine maritime et le mieux ventilé au monde. Donc nous avons une responsabilité particulière. Il y a de quoi vraiment enthousiasmer les jeunes. Et je peux vous assurer que plus l'on parle de la mer,
plus on s'intéresse à la mer. C'est qu'on n'en parle pas assez ou qu'on en parle mal parce que jusqu'à maintenant, dans les médias, on nous a fait venir que pour parler des marées noires, des pirateries ou d'un bateau qui bloque le canal de Suez. La mer, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est le concentré de l'innovation de demain et c'est un formidable élan d'optimisme. On oublie la crise quand on vient vous voir. Et tant mieux, ça fait du bien à tout le monde. Merci beaucoup Christian Buchet, merci à tous les intervenants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Jade, je te laisse la main pour la conclusion. Merci Lucie et merci au magazine Le Marin pour la préparation de ce rendez-vous et surtout merci à vous Christian Buchet de nous avoir honoré de votre présence pour cette deuxième édition du Blue in of Life. Merci beaucoup. Je profite de présenter votre ouvrage La grande histoire vue de la mer. Et cette histoire, Christian Buchet, c'est comprendre la grande diversité des civilisations dont les évolutions sont intimement liées aux mers et aux océans. C'est là que se sont déroulées les aventures fondatrices du monde d'aujourd'hui, présentées dans votre livre disponible aux éditions du Cherche Midi. L'émission arrive ainsi à son terme. Bien sûr, elle sera visible et disponible en replay dès cette semaine sur le site web de notre partenaire Le Marin et accessible via les réseaux sociaux du pôle mer. Donc n'hésitez pas à commenter, réagir et à continuer à poser vos questions. Nous y répondrons. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à l'automne pour une émission qui nous emmènera sur un autre domaine qui intéresse de plus en plus l'économie bleue. Il s'agit de l'espace et de ses applications maritimes. Merci aux équipes techniques de Rivacom, du 70.8 et des ateliers des Capucins et à tous ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette émission. Belle journée à tous sous le signe de l'innovation.